Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Damli Pasco. Salut Lee. Salut Punk. Il y a des petits problèmes de voiture et alors donc il faut que vous fassiez un cas. Là, on ne vous dit pas ce que c'est et on vous invite en commentaire à découvrir le problème de la voiture. Voilà, celui qui gagnera, gagnera. Voilà, tout simplement. Et nous, on continue notre conférence avancée 272 où la dernière fois, on avait fini sur les demi-psychiques. Vous savez, cette différence qu'il va faire avec les médiums où il part du postulat qu'ils ont un très fort don qui est celui de l'intuition et que derrière, donc, ils peuvent avoir un paquet d'informations utiles, mais que pour lui, c'est des demi-psychiques parce qu'ils ne peuvent pas être dans une intervention potentielle de ce qui peut se passer. Et c'est vrai que dans le monde de la voyance ou de la médiumnie, beaucoup de personnes vont dire, voilà, il risque de se passer ça, ou en tout cas, je ressens ça, je pressens ça. Et les psychiques, à ce moment-là, les médiums et autres, ils disent, c'est à toi, en tant qu'individu, de prendre en compte ces informations et de faire un changement peut-être de modifier une décision à un moment donné ou de faire autre chose pour avancer dans le quotidien et éviter le problème. Et d'ailleurs, si on y réfléchit, on est complètement dans la logique de José. José part du postulat que si on a de l'information, si on sait ce qui peut se passer, ou si on sait l'examen qu'il va y avoir, ou si on sait la question qui va être posée, ou si on sait le problème qu'il peut y avoir, on peut l'anticiper. Et donc, parce qu'on a de l'information et de la connaissance, on va pouvoir se programmer, se déterminer, s'orienter, décider un autre chemin pour éviter de rentrer en conflit avec ce qu'on a pressenti ou rentrer dans un problème. Tu es d'accord avec ça, Ali ? Tout à fait, tout à fait. J'ai Donc, toujours dit à quoi ça sert la prémonition si on ne peut pas agir pour changer. Et comme on fait dans les cas, quand vous êtes au bon niveau pour recevoir les informations, vous êtes aussi au bon niveau pour corriger. exactement. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de se rendre compte que on a les médiums, quand les gens vont voir des médiums, c'est pour savoir ce qui va se passer. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais avoir le poste? Est-ce que je vais avoir un problème sur tel ou tel truc? Est-ce que je vais guérir de ma maladie, etc. C'est bien sûr pour pressentir un futur, mais aussi se dire, bon, si quelqu'un dit fais attention parce que blablabla, ce jour-là ou cette période-là, tu vas faire attention. Du coup, tu peux anticiper, tu peux prévoir, tu peux être prêt à quelque chose. Et la différence qu'il va y avoir avec quelqu'un qui fait ça pour lui au quotidien dans la méthode Silva, c'est se dire, bon, voilà, je pressens ça, je vais programmer pour que ça se passe autrement. Je vais programmer pour être dans un autre état d'esprit. Je vais programmer pour être prêt à réagir le mieux possible. Je vais programmer pour que ça ne se passe pas. Je vais programmer. Et vous voyez le principe, il est intéressant. Le médium donne en extérieur. Donc, en gros, c'est une externalisation du travail. Il y a une personne qui va donner une info. Nous, on prend l'info, on se dit qu'est-ce que je vais en faire et après on va. Alors, on ne rentre pas en alpha forcément, mais on se dit bon, quelle décision rationnelle je peux prendre. Et dans la méthode, c'est je prends l'info et vu que je suis en alpha, comme dit Lee, on est dans l'état, qu'est-ce que je peux programmer pour que les choses se passent le mieux possible, pour que ce soit le plus constructif ou en tout cas le moins problématique possible pour moi. Et puis, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire physiquement? Il faut agir. Est-ce que tu connais comment Bert a parlé des prédictions dans le futur? Non, vas-y, dis. Bert a toujours dit que le meilleur médium au monde ne peut pas lire 100% le futur parce que ce n'est pas encore fixe. On peut lire uniquement la plus grande possibilité. Et il a fait un petit dessin sur le tableau. Il y a une ligne qui passe droite. Vous êtes ici. Si vous ne changez rien et vous continuez exactement comme maintenant, là, tu vas arriver à ce qui est prévu. Mais si tu changes même une toute petite chose, là, vous allez partir dans une direction un tout petit peu différente ou totalement différente. Mais justement, une fois qu'on sait ce qui va se passer si on ne fait rien, il faut qu'on fasse quelque chose. Si c'est quelque chose qu'on veut éviter quand même. Si c'est plutôt une opportunité, on va faire en sorte qu'on continue sur le bon chemin. De mémoire, et puis pour avoir, comme je le disais la dernière fois, été pas mal dans le milieu médiumnie et autres, c'est clairement ce que disent les médiums. Ils ne disent pas « ça va se passer ». Ils disent « voilà, si les choses restent comme telles, Voilà. si
si tu bouges pas ou si tu prends pas conscience, et si à la limite tu prends pas en compte le message, parce que parfois on va voir le médium, on se dit ce qu'il raconte c'est n'importe quoi, et bah, du coup on se dit ça sert à rien. Mais si on prend ça en compte et qu'on se dit au cas où, on sait jamais, je prévois que ça peut se passer, on a déjà modifié quelque chose. On a déjà autre chose qui va se passer. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on fait un retour, on dit au médium, par exemple, si on le revoit, moi je le voyais avec des copains qui faisaient beaucoup de médiumnie, euh, on va dire ah ouais, mais non, mais là, tu vois, ce que tu dis, c'est pas vrai. Bah non, en fait, c'est pas vrai. C'est tu as déjà pris en compte les choses et les choses sont passées un peu différemment. Ouais, mais c'est pas exactement ce que tu m'as dit. Oui, bah, ce qui semble logique par rapport à ce que tu viens de dire avec Burt, on est dans cette idée-là. C'est à partir du moment où vous pouvez mettre une intention, et même si moi je pense qu'il y a beaucoup de choses où on est très déterminé, il y a une forme de déterminisme, les petits changements qu'on fait que ce qui devait se passer comme ça, bah, se passe un peu comme ça. Et si ça se passe un peu comme ça, bah, ce qui devait, la balle de tennis qui devait arriver là, bah, la balle de tennis, elle passe à côté, quoi. Et c'est déjà pas mal, parce qu'on a juste fait ça, et ce petit mouvement fait qu'on ne s'est pas pris à balle de tennis dans la tête. Si c'est que balle de tennis, on pourrait reprendre ce qu'on disait la dernière fois avec la guerre du Vietnam et le fils de José. Donc, c'est ces petites choses-là qui sont intéressantes. Reprendre un peu de pouvoir là où on peut, c'est-à-dire les décisions en interne. L'ensemble des éléments externes, vu qu'on ne les contrôle pas en tant que tels, on reprend, nous, par rapport à ce qu'on peut se programmer et des actions qu'on peut mettre en place, une forme de pouvoir qui va nous permettre d'avancer vers ce qu'on aimerait plutôt que subir ce que l'on n'aimerait pas subir. Donc, Une petite chose peut faire une énorme différence. On a parlé de l'effet papillon, parmi autre chose. Oui. exactement. Ce principe-là de l'effet papillon, c'est très amusant. On le voit tous, je pense, au quotidien, avec une décision prise par quelqu'un où le truc, c'est tellement anodin et on voit les conséquences que ça a eu parce que ça a touché une personne qui a touché une personne qui a touché. Et du coup, tu as un retour de bâton où tu dis ah ouais, bah moi, j'avais pas prévu que ça. Moi j'ai juste fait ça, tu vois. Et ça, c'est effectivement, c'est très, très drôle de voir que si on peut anticiper les conséquences, et c'est là où la méthode peut être sympa, se dire mon petit truc, qu'est-ce que ça peut faire si je m'imagine, etc., si je me projette, si je me vois, si je ressens, si je perçois, se dire ah oui, bon, bah ça c'est bon, je peux gérer. Plutôt que oula, les conséquences, je ne les ai pas prévues, j'y ai même pas pensé, tu vois. L'expérience de la loterie mexicaine, vous la connaissez, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Pendant 2 ans, des expériences ont été menées pour prédire les numéros gagnants de la loterie mexicaine. À de nombreuses reprises, le numéro gagnant a été correctement identifié, mais la date de la prédiction était erronée. Par exemple, un numéro prédit pour dans 4 semaines est sorti gagnant 6 mois plus tard. Ce problème de corrélation temporelle reste non résolu. Et vous savez, quand José, lui, a gagné à la loterie, à un moment donné où lui, il avait eu une intuition. C'était pendant qu'il lisait son bouquin de psychologie, là, je ne sais plus, c'est quand il s'est à moitié endormi, je crois. C'est là où il a continué à postérieurement. En fait, c'est le moment où il a décidé qu'il ne voulait plus le faire, ce n'était pas la peine. Et il a jeté son livre par terre et s'est endormi. Et c'était comme si l'univers disait non, 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 José, il ne faut pas que tu abandonnes. Voilà, on va te faire gagner la loto. Comme ça, tu verras que ça fonctionne. Donc, cette notion, elle est aussi très intéressante. Et ça revient sur ce qu'on vient de dire il y a quelques instants avec les demi-psychiques, etc. C'est que vous pouvez aller voir les personnes qui ont des intuitions. Donc, on va appeler médium, voyant, etc. Ou lecteur de tarot ou n'importe quoi. Mais c'est vrai que la temporalité, c'est pas forcément là où c'est le meilleur. Le nombre de fois où moi j'ai entendu des copains, ou même moi, quand je faisais à l'époque des voyances, où je disais ouais, bon, il peut se passer, parce qu'il va, c'est trop orienté, il peut se passer, mais j'étais incapable de donner une date. Et j'ai certains potes et copines qui arrivaient à dire d'ici à quelques mois. Mais effectivement, parfois, ils se gouraient, c'était 2 semaines après, ou c'était carrément 1 an après. Et il y avait des choses qui étaient proches. Alors après, est-ce qu'on rationalise en se disant, tiens, il m'a dit ça, effectivement, ça ressemble, j'ai eu ce boulot-là, j'ai eu cette rencontre-là, j'ai eu ce truc-là. Je ne sais pas, mais c'est vrai que la temporalité, elle n'est pas toujours évidente. Ce qui peut nous faire nous poser la question, nous, dans nos travaux personnels, quand on va chercher on a de l'intuition et qu'on fait une correction, la temporalité qu'on met dans nos corrections,
elle peut être importante à prendre en compte. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que ceci, cela, et on se programme dès demain ou dès la fin de la session pour se sentir mieux, pour être plus en confiance, pour préparer éventuellement des choses. Et la notion de temporalité, c'est vrai que c'est quelque chose qui est complexe. Parce qu'on peut avoir une intuition de quelque chose, mais on ne sait pas quand. Alors que la programmation, ça, on sait qu'on peut le faire dès maintenant, dès ici et maintenant. On reprend un pouvoir que l'intuition ne nous donne pas. L'intuition peut nous donner un feeling sur ce qui peut se passer. La programmation peut nous donner une détermination de à partir de quand au moins je commence ma programmation et le travail que je fais. Je pense que la temporalité, elle est assez importante. Tu te souviens de comment José percevait justement la notion d'espace-temps, on va surtout parler de temps, dans la méthode? Oh, c'était tellement compliqué que je n'ai jamais inclus dans un cours parce qu'il disait que dans le monde physique, le passé est derrière nous et le futur est devant nous. Mais dans le monde subjectif, le passé est vers notre droite et le futur vers notre gauche. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on dit en PNL. Et puis, quand on demande pourquoi, il dit, mais quand tu imagines que c'est un train qui va vers le futur, donc tu sors du train et tu regardes le train qui passe et tu vas voir, mais ça dépend de quel côté on sort. Et j'ai jamais eu la réponse à cela. Mais effectivement, une de mes très, très grandes amies, parce que j'étais très perturbée quand j'ai fait PNL, que le miroir d'esprit était à gauche. Pourtant, c'est dans le futur. Mais pourquoi on fait ça? Et j'ai demandé à un très bon ami, je ne sais pas si tu l'as rencontrée, elle venait régulièrement à Paris, dans le Mary-Lou Sylvie? Non, c'était avant toi. Ça fait un moment qu'elle n'est pas venue. Mais en fait, elle est top niveau instructrice PNL et justement, elle était en Silva depuis des années. Son mari, Jerry Seavey, c'est celui qui a formé les autres instructeurs. Donc, elle savait et Silva et PNL au fond. Et je lui ai posé la question parce que pour moi, ça semble être une contradiction. Elle me dit, mais non, Lise, c'est génial. José, c'est un génie parce que quand tu penses à quelque chose qui va arriver dans le futur à droite, c'est comme si il n'est pas encore arrivé, j'attends peut-être futur, c'est pas maintenant. Mais si tu le mets à gauche, c'est comme si c'est futur dans le passé. C'est comme automatiquement, tu crées l'émotion. Ah, mais il a déjà eu lieu. Et on dit toujours, il faut toujours programmer comme si tu l'as déjà reçu. Et voilà, ça, c'est ce qu'il a. Mais son attitude vers le temps était très complexe. Il étudiait ses enfants quand il faisait des régressions et quand il penchait dans une certaine direction et dans une autre, etc. C'était quand même compliqué. Mais finalement, son idée, c'était que subjectivement, on perçoit le futur vers la gauche et le passé vers la droite. Et c'est un point, je trouve, intéressant, parce que c'est vrai que la temporalité dans un système comme la méthode Silva, ça a son importance, de se dire, je me programme. Alors, en général, on détermine, hein, j'ai un entretien tel jour, d'ici à 6 mois, je dois avoir ma maison ou je vais, je sais pas, faire un voyage, etc. On a une temporalité d'un point de vue, comme tu dis, physique et puis objective, mais la mise en place d'un point de vue psychique, vu que parfois on dit que en alpha ou en transe, hein, pour les hypnos, le seul temps qui existe, c'est l'ici et maintenant. Donc, la programmation que je fais, c'est dans un ici et maintenant. Et même si je futurise, la futurisation, même si c'est une projection, donc potentiellement un phénomène post-hypnotique attendu dans le futur, ça reste mis en place dans un ici et maintenant. Et le déplacement que j'ai, moi, dans ma programmation par rapport au futur, il est complexe, vu que tout se passe dans cet ici et maintenant. Et je trouve que c'est toujours très compliqué d'être à la fois dans une capacité de futurisation, comme on l'a et en Silva et en hypnose, et en même temps de vivre pleinement cet ici et maintenant en étant habité par la résolution, l'orientation, la suggestion ou l'image qu'on est en train de formaliser pour le futur. Et de voir comment après, a posteriori, on le vit. Est-ce qu'on vit, c'est comme il est souvent dit, vit l'ensemble des éléments comme si c'était déjà arrivé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as fait ta suggestion ou ton miroir de l'esprit, tu le reprends comme si c'est déjà là, ou si c'est quelque chose qui est en train d'arriver
Donc, soit cet élément se déplace vers toi, soit toi, tu te déplaces vers lui. Et c'est pour ça que l'espace-temps, bon, après, chacun le gère à sa manière, hein, mais moi, il y a des moments, je me pose et je me dis, OK, mais là, en fait, dans quelle trame de temps et d'espace je me place? Est-ce que c'est moi qui me déplace vers le futur? Est-ce que c'est le futur qui devient mon présent et du coup, je ne me déplace pas? Est-ce que ce que je vis là dans l'instant, je projette dans le futur pour qu'en fait le futur vienne à moi par rapport à ce que j'ai projeté? Ou est-ce que j'ai déjà acquis ce que j'ai projeté et c'est juste une convergence entre le futur et le présent qui est en train d'arriver? Bon, conclusion. Et il y a quand même le calendrier perpétuel dans le laboratoire, Ouais. où au moins tu vois ce qui est passé, qu'est-ce qu'il fait, parce que tu vois les jours. Et puis, c'est pour ça aussi que Bert a toujours dit, quand tu visualises quelque chose dans le futur, mettez quand même une date. Comme ça, tu fixes la date et tu dis, ah, aujourd'hui, je suis déjà dans ma maison. Aujourd'hui, j'ai déjà ma nouvelle poste au travail, etc. Et tu vois quelque part une date qui signifie, parce qu'il lui aussi, il disait que si tu es simplement quelque part dans le futur, c'est trop vague. C'est pas ici et maintenant. Mais si tu t'imagines dans une scène où il y a une date, là, c'est comme si tu apportes la réalité tout de suite, plutôt qu'un de ces jours dans le futur. Ouais, c'est un super rappel parce qu'effectivement, se dire, là maintenant, je suis tel jour, on va dire, tiens, j'ai un projet sur 2026 et je me dis, allez, au 1er juin 2026, c'est arrivé. Et se dire maintenant, dans cet ici et maintenant, je me ressens au 1er juin 2026, donc je vis l'état psycho-émotionnel ou la résultante, ne serait-ce que d'un point de vue subjectif, de passer l'ici et maintenant est en fait déjà le futur pour intégrer ça dans la suggestion de se dire je l'acquiers, je l'ai acquis et le cerveau entre aujourd'hui décembre et janvier, c'est absorbé et je vois la résultante de. Mais je le sais, je prends conscience de. Plutôt que me dire dans le futur je vais avoir ceci ou cela, ce qui va être incertain et donc pas clair pour notre cerveau. Oui, voilà. Ouais, aujourd'hui, c'est une telle chose et ça, c'est en train d'arriver. C'est arrivé, ou je suis en train de le faire déjà. Je trouve ça excellent. Ouais, non, c'est un super rappel. Et je suis convaincue que nous avons tous cette capacité dans le cerveau de vraiment planifier les dates. Je trouve que le calendrier perpétuel, c'est un super symbole de… Bon, alors, il y a des gens très doués qui peuvent justement vous dire consciemment les dates, mais je crois qu'on a tous cette capacité dans la conscience intérieure, quoi. Donc, on laisse l'image là et ça, le cerveau organise pour que ça arrive au moment qu'on a programmé. C'est bien. Il y a quelque chose qui est intéressant. Oui. C'est toujours par rapport au temps. On sait que le temps, il est plastique et élastique. Il est à la fois très long et très court. On le sait très bien avec parfois des temps qui nous paraissent très longs et des périodes qui nous paraissent très courtes, que ce soit dans des trucs agréables ou désagréables, etc. Par contre, c'est quand même assez marquant qu'on a l'habitude de travailler avec le temps. Tu vois, moi, par exemple, pour l'entraînement et puis même pour les méditations et pour plein de trucs, je mets toujours des timers. C'est vraiment, j'ai une habitude, même dans ma journée, je coupe mes journées en 10 minutes ou en un quart d'heure. Et donc, tout le temps, j'ai des timers qui me disent, tiens, il y a un quart d'heure, là, ça fait un quart d'heure que tu lis, ça fait un quart d'heure que tu… Et au bout d'un moment, je sais à peu près toujours le quart d'heure, les 10 minutes, les 5 minutes. Du coup, avec le temps, j'ai vraiment une sensation de savoir quand il vient de se passer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, parce que je me suis conditionné, entre guillemets, à force d'entendre depuis des années ma montre sonner, mon téléphone sonner, ou à l'entraînement, les rounds et entendre, tiens, il reste 5 minutes. Tu combats, tu es à fond, hein, tu es en train de combattre, et tu sais qu'il reste plus que 30 secondes. Tu le sais. Tu lèves les yeux, tu vois, il reste 35 secondes. Ouais, je sais. Donc, je pense réellement que on a… Alors, est-ce qu'après, il faut mettre une intention dessus ou est-ce qu'il faut s'éduquer au temps? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à nous éduquer au temps. Mais est-ce que l'éducation au temps, justement, ne serait pas quelque chose d'hyper positif, notamment pour ce type d'exercice, c'est-à-dire avec un calendrier perpétuel, se rendre compte que ça fait un mois, et ça, on est tous capables de le faire. Le mois qui s'est passé, le mois de novembre, vous voyez à peu près le temps que ça a pris, tout ce que vous avez fait pendant le truc. Et cette notion, et se dire, 2 mois, ça donne quoi? 3 mois, ça donne quoi? 4, 5, 6 mois,
Ok, 6 mois, ça me ramène à 0 novembre. Ça nous ramène à juin dernier. Ok, depuis juin, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, il s'est passé quoi? Tu as fait quoi? Et commencer à prendre en compte la notion de temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle sensation j'ai par rapport avec ce temps? Est-ce que j'ai l'impression que c'est lointain? Est-ce que j'ai l'impression que c'est pas si loin que ça? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup? Est-ce que j'ai eu beaucoup d'énergie? Est-ce que j'étais fatigué, etc. Et la prise en compte de notre sensation sur la temporalité peut devenir quelque chose de particulièrement intéressant dans cette notion dont tu viens de parler avec le calendrier perpétuel. Parce que si je me dis dans 6 mois, en juin, je vais avoir tel résultat ou je vais avoir les clés de mon appartement. Mhm. Je reprends cette sensation et je l'inclus dans le miroir de l'esprit, je l'inclus dans cet ici et maintenant en me disant, tiens, il y a 6 mois qui sont passés et les 6 mois reprennent sens parce que mon cerveau voit ce que ça donne les 6 mois. Oui, oui. L'énergie, le sommeil, etc. Et tu vois, je pense que la prise en compte du temps Oui. est quelque chose qu'on devrait s'éduquer, qui a un avantage quand on commence à nouveau lui donner du sens. Parce que tu sais, tout le monde dit, tiens, en vieillissant, la vie passe plus vite. Oui, et il y a plein de facteurs, il explique en euros, hein. Mais en même temps, moi, je m'amuse plein de fois dans la journée à me mettre 10 minutes où je fais rien, c'est-à-dire je m'assois, je fais rien et je regarde 10 minutes passer. C'est long, mais c'est super long, 10 minutes. Il y a vraiment des moments quand tu dis, je fais rien, je suis assis et je suis comme ça. Et je sais que dans 10 minutes, eh ben, Ça doit être une éternité. exactement. Et il y a des moments où même, tu vois, tu as des journées, elles sont pas top. Il y a des journées, je sais pas, tu te lèves, tu sais que c'est pas super. Tu te programmes pour qu'elles se passent plutôt bien, mais tu sens que ça va pas être la meilleure journée de ta vie, tu vois. Et ben, il y a des moments, tu trouves que la journée, elle est longue, tu vois. Et c'est super intéressant de se dire, OK, en fait, je peux me rendre compte de ce que c'est le temps, de ce que je peux faire pendant le temps, de ce que je subis ou au contraire, comment j'utilise ce temps-là. Et tu vois, redevenir compagnon du temps et pas simplement ah bah la vie passe vite, ah c'est passé vite cette année. Moi, tu vois, cette année, je trouve qu'elle est passée comme une année. C'est-à-dire que je vois tout ce que j'ai fait, je vois les moments où je me suis j'étais beaucoup dans l'action, d'autres où je l'étais moins. Donc des moments où j'étais plus dans saturation et j'avais l'impression que le temps était très réduit, et d'autres moments où j'avais l'impression que le temps était long parce que c'était moins dans les rythmes qui me parlent. Et ben du coup, j'arrive à me dire oui, bon bah l'année est passée comme une année et pas c'est passé comme un clin d'œil. Mais il faut faire un effort pour revenir sur la capacité de temporaliser son temps, de redonner une substance au temps. Pourquoi? Parce qu'après, a posteriori, pour nous, en subjectif, ça va être super intéressant de pouvoir avoir cette substance temps qu'on rajoute dans nos autosuggestions ou dans le travail qu'on va faire avec les dates, etc. etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport au temps, parce que moi, je trouve vraiment que c'est un truc qu'on oublie assez souvent dans notre cheminement. On dit, je vais à ce moment-là, mais comment ressentir et percevoir le temps? Parce que parfois, se dire, bon, on sera le 22 juin, très bien, mais est-ce que tu ressens l'énergie, tout ce que tu as mis en place pour arriver jusqu'à ce moment-là et ce temps qui, justement, a fait mûrir ton idée, tes actions, tes attentes, etc., etc. En fait, on parle tous de relativité du temps. Einstein disait que 1 minute avec la main sur un feu pourrait sembler une éternité. Et puis, une jolie femme sur les genoux, ça va sembler très courte. Et on connaît tout ça. Quand on s'amuse, quand c'est bien, le temps passe vite. Quand il est ennuyé ou c'est quelque chose de désagréable, le temps passe long et tout ça. Mais justement, il y a aussi la soi-disant distorsion du temps en hypnose. Les gens sortent en disant « Oh, j'ai l'impression que j'ai passé 10 minutes et c'était 1 heure. » Donc, et là, ça nous amène à une sorte de paradoxe, parce que si en hypnose, on est supposé pouvoir se programmer pour justement se réveiller à la fin de 10 ou 15 minutes, comment, si on a la distorsion du temps, mais en fait, c'est quand on programme. Mais je suis époustouflée par, justement, tu peux dire, OK, je vais me réveiller ou je vais ouvrir les yeux en 10 minutes, et c'est exactement 10 minutes. Comme un programme pour se réveiller le matin. On est endormi, mais le cerveau fait nécessaire pour te réveiller à la minute pile que tu as programmé. Donc, c'est comme si on a cette horloge et ce calendrier qui est tout à fait bien, mais qu'il faut qu'on le mette en marche
pour pouvoir se connecter avec, parce que sinon, justement, le temps, il fait n'importe quoi. Mais le moment qu'on demande un programme où on se donne la suggestion, un certain nombre d'heures ou un certain nombre de minutes, et je vais me réveiller et le cerveau, il fait ça impeccable. Tu sais, là, d'un coup, je suis en train de me dire, dans le cours, c'est aux 1-0-1, donc le premier jour, qu'on travaille sur le réveil le matin. Oui, c'est le premier jour. Et c'est parmi les premières techniques qu'on étudie. Non, c'est parmi les premières techniques. Tu as 3 techniques dans le premier exercice ou un programme. Première, c'est pour mieux s'endormir. Et dans la même, on fait 3 de suite. Hein. Et deuxième, c'est pour se réveiller à la bonne heure sans sonnerie. Et le troisième, pour rester éveillé plus longtemps si on est fatigué. Voilà. Et on fait tous les 3. Et effectivement, pour beaucoup, c'est intéressant hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, mais moi, je fais ça déjà. Et je pense au moment où je vais me réveiller. C'est rien de spécial. » Et il y a d'autres personnes qui arrivent le lendemain matin et disent « Mais c'est époustouflant. Je me suis réveillée alors que j'ai programmé. J'ai complètement dormi. Comment est-ce que ça se passe ?» Donc, il y a des gens qui utilisent naturellement et d'autres qui ne savent pas que c'est possible. Du coup, tu vois, c'est là où je trouve que c'est intéressant, parce que le voir au début, c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant dans la méthode, la temporalité, parce que tu te rends compte que il nous en parle pas des masses pendant la méthode, et pour autant, au départ, il y a quand même un apprentissage potentiel de la gestion du temps par rapport au réveil, qui peut être, on peut remettre en question l'observation, hein, mais c'est à partir du moment où, comme tu dis, tu commences à devenir, allez, je vais exagérer, mais tu arrives à être dans la maîtrise du temps, c'est-à-dire la maîtrise de ton sommeil. Mais ce qui intéresse, c'est la maîtrise du temps de sommeil avec l'horaire qui t'intéresse. Du coup, tu donnes à ton cerveau et, comme tu as dit tout à l'heure, à ton horloge intérieure, si tu étais en train de resynchroniser ton réveil. Même si tu es en train de te réveiller et de te dire plus tard, on appuie sur le. Mais qu'importe, tu vois. Si déjà, je me demande vraiment, là, je n'ai pas de réponse, hein, mais je me demande vraiment l'importance de cette perception, alors, subjective du temps, mais complètement objective par rapport à un horaire réel, en tout cas factuel. Je dois me réveiller à 5 heures, je me réveille à 5 heures, point. Et du coup, on sait très bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, le temps est relatif et c'est subjectif, mais néanmoins, il y a quelque chose où le temps commun, t'as beau être au UK, j'ai beau être en France, ou tu seras en Australie, je serai en France. À partir du moment où on se donne un horaire où ça revient au même en termes de temporalité, la réalité va faire qu'on va se croiser. Et je trouve que cette notion de retrouver une importance dans le temps, dans la conscience et la consistance du temps, mais peut-être pour aller plus loin, se dire, reprendre une maîtrise de nos temporalités objective, est quelque chose qui peut être déterminant, ou en tout cas déterminant, important, et ça peut être intéressant, bon là on n'aura jamais la réponse, hein, mais de se demander, outre le sommeil, est-ce que le rapport au temps était quelque chose qui d'entrée était conditionné, programmé dans la méthode volontaire, parce que juste a posteriori on avait travaillé ça. Donc tu vois, si c'est possible, même le premier jour de cours, de dire ok, je vais me dormir et je me réveille à 7 heures pile, on pourrait aussi programmer, ok, je vais programmer une certaine chose qui arrive dans ma vie et je veux que ça arrive à 7 heures. Bon, là, on ne programme pas à cette heure-là, mais cette heure-là ou ce jour-là, c'est arrivé, je l'ai obtenu. Ouais. Alors, on passe quelques minutes et des heures jusqu'à des mois ou des années, quoi. Oui, mais alors du coup, ça devient quoi, tu vois, je trouve que ça donne une autre consistance, parce que on est en train de se dire là, bon, tu sais, c'est un petit peu les petites victoires vont t'amener les grandes victoires. Et tu as un gros projet. Tu restes objectif, hein, sans dire un truc que tu dois faire en 2 ans, tu le fais en 6 mois. Tu vois, bon, après dire éventuellement, j'aurai un ensemble de chances, etc. Mais en restant objectif, c'est-à-dire, on est toujours dans le même truc, hein, restons réalistes. Même si on a un gros projet, on reste réaliste par rapport à la faisabilité, parce que certes, on peut avoir subjectivement notre démarche, puis on sait qu'il y a l'objectif où parfois on a des ralentissements et des accélérations. Mais si on part du postulat que tous les jours vous vous habituez à ne plus avoir besoin, ou vous avez votre réveil à côté, on s'en fiche, hein, mais que vous arrivez réellement à vous dire le matin, je me réveille à 5 heures, je me réveille à 5 heures. Point. Après, qu'importe. Vous êtes en train de créer un processus d'habituation, de dire, quand je donne
à mon subconscient en alpha ou à mon monde intérieur, à mon monde subjectif, à ma conscience intérieure, une orientation, il le fait. Alors, peut-être que ça ne serait pas sur des projets où je n'ai pas prise. Je m'explique. Peut-être que si c'est fonder ma boîte et donc j'ai des fournisseurs, j'ai des trucs, c'est compliqué parce que je ne peux pas gérer les autres. Mais, et là c'est une hypothèse, hein, mais est-ce que si on arrive à dire à notre corps, tu dors tant d'heures et tu te réveilles à telle heure, et que, allez, pendant 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, depuis que vous faites la méthode Silva, ça marche tous les jours. Qu'est-ce qui empêche du coup, et là c'est là où ça devient super, de dire, bon, bah, je fume des cigarettes, je veux qu'à telle date, j'en fume moitié moins. Vu que ton corps le sait, et là on revient sur un élément Silva, on a un point de référence qui est quand je... En Silva, on doit se voir non-fumeur à une certaine date. Et la date est fixée sur un calendrier dans l'image que tu programmes dans le miroir. Oui, absolument, c'est exactement ça. Donc du coup, on voit l'importance. Mais alors, ça voudrait dire que ça se limite étant entre guillemets, à l'ensemble des éléments physio, c'est-à-dire j'ai une addiction, j'ai une habitude, j'ai quelque chose que je peux maîtriser. Quand je dis physio, c'est même psycho, mais quelque chose qui nous appartient. Je veux perdre du poids, je veux enlever une habitude, je veux arrêter de fumer, arrêter une addiction, etc. Parce que on part du postulat point de référence que je suis capable, et mon corps, parce que c'est pas c'est je dans toute ma globalité, corps, esprit, etc. Je suis capable d'avoir une réponse à ma suggestion, parce qu'on revient là-dessus, hein. Ma suggestion, elle est validée par mon corps qui dit demain je me lève à 6 heures. Et qui, ça fait 8 mois que je me lève à 6 heures, donc je sais qu'il écoute. Quand je dis maintenant c'est 7 heures ou c'est 9 heures, il se réveille à 7 heures ou 9 heures, pas de problème. Donc il a une réceptivité à la question. Et donc potentiellement, quand je dis bah d'ici à 3 semaines, j'aurai d'ici le 21 décembre, j'aurai diminué ça, boum, et je laisse faire, mais tous les soirs et tous les jours, je me le répète, comme si c'était, je sais que je vais le faire comme le matin, parce que je prends en point de référence le fait que je le fais naturellement, et bien là, on a peut-être une avancée. En ça, on peut rajouter, bien sûr, miroir de l'esprit, laboratoire, etc. Mais ne serait-ce que par la suggestion de base, avec le point de référence du sommeil et du temps, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et qui, je trouve, donne une, encore plus d'importance sur la notion de temporalité, mais plus d'importance sur cette toute petite technique qui est le matin, tu peux te lever à l'heure que tu veux. Exact. Donc là, le tout premier jour, tu as l'idée de l'horloge mentale. Et puis le deuxième jour, quand on parle des habitudes, tu as l'idée du calendrier mental. Et puis le troisième jour, tu as le laboratoire, et dans le laboratoire, tu mets une horloge et un calendrier perpétuel. C'est génial, hein? C'est génial. Je viens juste me rendre compte moi-même parce qu'on le discute. Je dis, tiens, c'est pas le hasard, ça. Ouais, non, ça c'est très très bon. C'est très très bon, surtout sur comme tu dis, hein, sur ce thème qui est un peu complexe, qui est la temporalité. Le temps, même José, c'était un peu clair, pas clair. Mais du coup, ça c'est très clair. Tu apprends à programmer le temps de lever, tu apprends à utiliser après ce temps qui est une horloge, un calendrier. En fait, c'est une progression. Et après, tu apprends à faire l'ensemble des deux grâce au laboratoire et à l'ensemble des objectifs que tu peux te donner. C'est super intéressant. Tiens, je vais faire des tests avec ça de cette façon-là. De voir en programmant à telle date, mais des choses complètement faisables, hein, mais voir comment le subconscient plus les actions que je vais mener, si à chaque jour, il y a réellement le résultat attendu. Ça peut être super intéressant. Je vous tiendrai au courant. J'ai des idées en tête. Nickel. Oui. Du coup, on a complètement dépassé. Donc, si déjà vous avez des remarques, oui. Mais voilà, tu vois, oui, ouais, on est tellement passionnés, le temps a fait. Si vous avez des questions ou si sur le sujet vous avez des remarques, n'hésitez pas. N'hésitez pas par rapport au retour le matin. Et ça peut être aussi intéressant si, pour ceux qui n'arrivent pas à faire l'horloge le matin, de voir si sur d'autres objectifs, vous avez eu le même type de problème. Parce qu'en fait, je pense réellement que la notion de temporalité, elle est à prendre en compte et ça peut-être être un des points de blocage du cheminement que vous avez sur d'autres objectifs. À voir, hein, mais n'hésitez pas à nous faire des commentaires là-dessus pour qu'on puisse prendre de la data, prendre de l'information et voir si éventuellement il y a des choses à réexpliquer sur le sujet. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Elie ? Juste que je suis convaincue que tout le monde peut le faire parce que j'ai eu maintes fois des gens qui disent « mais
On dit, je suis supposé être en méditation pendant 15 minutes, ou je suis supposé faire auto hypnose pendant 20 minutes. Est-ce que je dois mettre une sonnerie pour me réveiller? Et ils n'ont pas compris que non, tout ce qu'il faut faire, c'est juste avant que vous entrez vraiment profondément, vous dites, voilà le moment où je vais sortir. Et ça arrive systématiquement. Oui, complètement. Mais tu vois, là-dessus, en fait, je pense qu'il y a peut-être, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des personnes qui disent ah mais moi je le fais depuis longtemps, d'autres qui vont être étonnés, puis après peut-être qu'ils vont pas le refaire. Et c'est pas forcément un exercice qu'on insiste particulièrement, tu vois. On dit bon bah vous pouvez vous réveiller le matin, cool. Mais en fait si on commence à mettre un peu d'emphase dessus et à dire mais attendez, commencez à gérer le temps et gérer une résultante dans le temps, bah c'est comme si c'était quelque chose que vous aviez à travailler pour valider une option supplémentaire dans toute la compétence et la capacité que vous avez dans la méthode. Vraiment plus se focus dessus. Bon, après, c'est une réflexion, hein, à voir. Donc, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. B1. À tout de suite. Ciao.